si ça marche. Ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse vous installer tranquillement dans ce magnifique amphithéâtre. Donc, bienvenue au Conservatoire national des arts et métiers. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion automnale, alors quasiment hivernale, de l'association Comosup. Donc, je suis Sylvain Ferrari, je suis l'adjoint de l'administratrice générale du CNAM en charge du développement des partenariats et des relations extérieures. Donc le CNAM, je pense que vous connaissez tous, mais moi je l'ai rejoint il y a 1 an et je me suis aperçu que je ne le connaissais pas si bien que ça. Donc le CNAM, on a plus de 55 000 étudiants, on est présent sur l'ensemble du territoire, avec donc le siège à Paris, mais plus de 20 centres en région, et surtout on a un maillage territorial avec plus de 230 centres d'enseignement, donc en métropole, mais aussi en Outre-mer. Et donc, comme le sujet de votre journée est l'intelligence artificielle, je vais vous dire quelques mots aussi sur ce qu'on fait en intelligence artificielle au CNAM. On a en fait 550 enseignants-chercheurs au CNAM et en fait le plus gros laboratoire c'est le CEDRIC, c'est un laboratoire en informatique et quand on regarde en fait l'ensemble des activités qu'on couvre au CNAM, on a plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur l'IA ou avec l'IA ou pour l'IA donc on a vraiment des enseignants-chercheurs qui travaillent sur le cœur de l'IA, donc Thierry Orsin qui est l'adjoint administratrice générale pour la recherche et l'innovation va vous en parler dans quelques minutes. Donc ce sont des enseignants-chercheurs qui travaillent alors, depuis très longtemps dans le domaine de l'informatique, des mathématiques, de la robotique, machine learning, calcul scientifique. Donc l'IA est un terme nouveau, mais les bases scientifiques de l'IA sont très anciennes. On a aussi d'autres scientifiques qui utilisent l'IA dans leurs activités de recherche, en mécanique des fluides, en bioinformatique, dans beaucoup de domaines. Et puis on a la chance au CNAM d'avoir à peu près la moitié des enseignants-chercheurs qui sont en sciences et en ingénierie, mais l'autre moitié qui est dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc on a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur l'impact de l'IA dans le domaine des ressources humaines, en termes de droit, en termes d'éthique, en termes d'économie. Donc on a vraiment un panel qui est extrêmement large. Donc comme beaucoup d'établissements auxquels vous appartenez, on a répondu aux très nombreux appels à projets de France 2030. Donc on a été lauréat d'un projet compétences et métiers d'avenir dans le domaine de l'IA, notamment pour développer des formations pour les étudiants et le personnel des établissements à l'IA, avec différents niveaux de qualification en fonction des usages et du niveau d'expertise sur l'IA. Et on est également membre d'un projet IA Cluster, donc avec Sorbonne Université, sur lequel donc, on apporte notre expertise dans le domaine de la recherche. Et puis également dans le domaine de la formation, on va coordonner l'ensemble de la formation continue pour ce consortium qui englobe l'université, donc Sorbonne Université, Sciences Po et d'autres établissements académiques. On a également aussi, puisque les formations du CNAM, et là on parle d'un sujet de communication, ne sont pas forcément extrêmement visibles et lisibles. Depuis 2 ans, on a lancé des écoles thématiques pour donner plus de visibilité aux grands enjeux sociétaux qu'on adresse à travers nos formations. Donc l'année dernière, on a lancé 2 écoles, une école des transitions écologiques et une école de l'énergie. Et cette année, on lance 2 nouvelles écoles. Une école de la santé et une école du numérique et de l'IA. Donc on a mis numérique en premier et l'IA, puisque comme je l'ai mentionné précédemment, en fait ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quand même basé sur de l'informatique du numérique qui est développée depuis de longues années. Donc j'ai regardé le programme de votre journée. Alors je ne pourrai pas rester avec vous puisque j'accueille une délégation chinoise dans 1 heure, mais j'ai vu que c'est un programme très intéressant et que ça soulève énormément de questions de par vos fonctions, puisque finalement vous êtes le bras armé de la communication à la fois interne et institutionnelle de vos établissements, et l'IA impacte directement le positionnement des universités, donc en termes de recherche, en termes de formation, mais aussi en termes de communication, de marketing, de comment est-ce qu'on utilise l'IA pour mieux orienter nos étudiants, pour mieux suivre les étudiants qui souhaitent suivre nos formations. Et puis ça soulève aussi un certain nombre de questions, notamment des questions éthiques qui sont soulevées et qui se traduisent aussi dans les productions que vous faites en termes de communication. Donc, je vais m'arrêter ici pour ne pas dépasser les 5 minutes imparties et je vais vous passer la parole. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Ferrari. Voilà. Je ne sais plus quoi dire après cette intervention, car effectivement, vous avez bien saisi tout l'esprit de la journée qu'on a souhaité placer
Aujourd'hui, sous le signe de l'IA, même si, pour être tout à fait honnête, moi j'étais assez réfractaire. Enfin, ça fait un moment qu'on nous propose de traiter l'IA au sein de Comosup. Je ne me sentais personnellement pas forcément mûre sur le sujet et j'avais l'intuition que c'était peut-être quelque chose qui suscitait de la curiosité, de la fascination, voire du rejet parfois. Mais là, à force de discussion, on s'est dit qu'il était temps, d'autant plus qu'effectivement, un certain nombre de nos établissements sont engagés dans des projets de recherche. Et surtout, on se rend compte que finalement, on utilise l'IA sous toutes ses formes, pas forcément l'IA générative. Je pense que les personnes que nous aurons le plaisir d'écouter aujourd'hui vont revenir sur ces questions-là. On utilise l'IA finalement depuis assez longtemps. C'est pas un sujet si nouveau que ça. Quand on fait nos petits tableurs Excel, par exemple, on peut considérer qu'on fait de l'IA. J'irai pas plus loin sur cette question-là, puisque c'est tout l'objet de nos rencontres du jour. En tout cas, je voulais remercier le CNAM de nous accueillir, parce que je pense que vous serez tous d'accord avec moi, on est quand même très bien accueillis. Merci beaucoup. Également remercier l'ensemble des personnes qui ont accepté d'intervenir ce matin et cet après-midi, qui vont pouvoir nous apporter des éclairages. On a souhaité faire un programme, vous avez dû le voir, enfin je le redis, hein, qui commence par une conférence introductive par Monsieur Orsin, qui va intervenir juste après, pour prendre un peu de hauteur sur le sujet. Ensuite, on a voulu s'intéresser à notre environnement universitaire, donc demander à d'autres professionnels, d'autres acteurs du secteur comment ils travaillaient sur la question de l'IA aujourd'hui et si on pouvait répondre à la question de où en sommes-nous en général dans l'enseignement supérieur et la recherche. Cet après-midi, après un déjeuner qu'on espère chaleureux et plein d'échanges, on aura la chance d'accueillir un journaliste de Radio France, de France Info, qui nous éclairera sur l'utilisation dans les métiers des médias, mais aussi dans les médias en général et les questions que ça soulève de l'intelligence artificielle. Et enfin, cet après-midi, on peut appeler ça une table ronde. En tout cas, c'est un partage d'expérience où là, on va avoir la chance d'avoir 3 professionnels, dont une partie sont déjà arrivés, qui vont nous éclairer sur leur pratique de l'IA dans les métiers de la communication, en matière de communication scientifique, en matière de stratégie de communication et en matière de production graphique. Voilà. Vous remercier toutes et tous d'être venus parce qu'on sait que entre les virus hivernaux et les différentes questions logistiques, parfois on a eu quelques annulations à regret, on le sait. Toutes ces rencontres vont être enregistrées justement pour pouvoir mettre à disposition la matière auprès des personnes qui seraient absentes. Donc c'était juste une petite précision technique. Dans les échanges qu'on aura, vous voyez là moi je tiens le micro, il y aura des micros HF aussi qui vont pouvoir circuler. Si vous pouvez penser juste à bien rapprocher votre bouche pour qu'on puisse vous entendre et que les personnes qui malheureusement n'ont pas pu être avec nous puissent en profiter également. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole à Thierry Orsin. À tout de suite.
Pardon. Donc, je recommence. Bonjour à toutes et tous, et donc merci d'être là, et merci également de m'avoir proposé d'intervenir sur l'intelligence artificielle. De quoi parle-t-on? En fait, donc comme j'expliquais, quand on m'a posé la question, j'avais suggéré à un certain nombre de chercheurs qui travaillent vraiment sur l'intelligence artificielle, et puis on a posé la question à l'un d'entre eux, et il a dit, bah oui, mais moi, l'intelligence artificielle, je la connais plutôt de ce côté-là. Donc finalement, plutôt que d'avoir des réponses qui soient un peu de ce style, un peu orientées, on a préféré demander à quelqu'un qui ne fait pas vraiment d'intelligence artificielle, c'est-à-dire moi, dans l'établissement. Donc effectivement, je suis adjoint en charge de la recherche et de l'innovation et aussi mathématicien plutôt appliqué. Et je me suis intéressé à l'intelligence artificielle depuis longtemps, mais pas en tant que chercheur initialement, parce que ça m'interpellait sur ces questions-là. Et disons, les lettres noblesse mathématiques de l'intelligence artificielle, au sens des réseaux de neurones, peut-être, on peut dire qu'il y a un théorème fondateur qui est des années 1990, qui est le théorème de Seebenko, mais j'en parlerai pas, qui est vraiment qui fixe un peu le cadre de comment comprendre le réseau de neurones, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, l'autre porte d'entrée pour moi en tant que chercheur ou enseignant-chercheur sur l'intelligence artificielle a vraiment commencé il y a 2 ans. J'ai proposé un mémoire d'ingénieur, encadré un mémoire d'ingénieur sur des questions de paramètres vitaux, en fait, donc chez des urgentistes. Les urgentistes ont besoin de savoir, quand ils vont vers un blessé, de savoir en fait quel est le débit aortique, donc c'est-à-dire le débit sanguin en sortie du cœur, pour savoir si effectivement il y a du sang qui circule. S'il n'y a pas de sang qui circule, il n'y a pas d'irrigation d'oxygène. Et donc la question que je lui avais posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas des techniques d'intelligence artificielle, pour, sans faire de mesures invasives, hein, donc si on veut vraiment mesurer comment le sang sort du cœur, il faut mettre une sonde. C'est compliqué, c'est invasif, ça peut poser des problèmes. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des méthodes d'intelligence artificielle, donc en tout cas des techniques qui sont issues de l'intelligence artificielle pour faire ça? Bon, donc il a fait un travail qui était pas mal. Il a été présenté aux anesthésistes de l'hôpital Foch, avec lesquels j'avais collaboré sur d'autres questions. Et c'était vraiment très intéressant. Et je reviendrai sur ces questions-là un tout petit peu après. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? On travaille pour le ministère, y compris cet établissement, hein, dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Si on regarde sur le site du Parlement, du ministère, pardon, il y a écrit cette définition. Donc le Parlement européen, quant à lui, définit l'intelligence artificielle comme tout outil utilisé par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc il n'y a pas de définition en fait sur le site du ministère, il n'y a pas vraiment de définition, c'est fait référence à une définition du Parlement européen. Par contre, il y a plein d'idées qui sont mentionnées, qui sont très intéressantes, mais la définition est vraiment quelque chose pour laquelle j'ai aussi également j'aurais du mal à vous donner une véritable définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle, et je ne pense pas qu'Excel, utiliser Excel, ce soit utiliser de l'intelligence artificielle, mais peut-être que je me trompe. Donc, ou alors dans les formes modernes, je ne sais pas, c'est possible, je ne sais pas. On peut dire que la naissance du concept, ça fait suite aux travaux d'Alan Turing. Donc, vous avez probablement tous et toutes entendu parler d'Alan Turing dans les années 50. Le concept est né à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que les choses n'existaient pas avant. Et on parle, si on regarde un peu partout sur la littérature, on parle d'une conférence de Dartmouth en 1956. C'est John McCarthy, donc, qui était un des, on dirait maintenant keynote speaker peut-être. À l'époque, ça ne se disait pas comme ça. Qui a parlé vraiment d'intelligence artificielle. En fait, en réalité, l'idée d'avoir des machines qui formalisent la pensée humaine
C'est assez ancien. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on peut trouver. J'en ai choisi un autre qui est en général pas mentionné. C'est celui de Adla Lovelace, en fait, qui était plutôt Abda Byron, donc, qui était comtesse de Lovelace, que tout le monde connaît sous la forme de Adla Lovelace. Et donc, elle a travaillé, elle a traduit un article de Luigi Menabrea, qui n'était pas italien. Je crois qu'il était... je ne sais plus ce qu'il était, mais il n'était pas italien. Et lui-même, cet article, c'était sur une machine de Charles Babbage, donc, qui utilisait des cartes perforées. Et cette machine, d'ailleurs, elle améliorait la machine de Jacquard, en fait, sur les métiers à tisser et des choses comme ça. C'est assez intéressant d'étudier les conséquences de tout ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la traduction de cet article, en fait, ça lui a inspiré pas mal de choses, et en particulier donc, la formalisation de tâches automatisées. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à la fin aussi, elle mentionne aussi la possibilité, ou elle dit la possibilité de créer des morceaux de musique. Et donc là, on est directement en lien avec l'IA générative, hein, puisque l'IA générative, vous connaissez tous ChatGPT. J'ai utilisé 3 fois de ChatGPT dans ma vie, dont une fois hier soir. Donc, mais on peut demander à ChatGPT de donner des morceaux de musique, de créer des morceaux de musique, et c'est devenu la spécialité d'un certain nombre de musiciens. En fait, hier, j'ai croisé un nouveau personnel du CNAM qui s'occupe d'audiovisuel, et un de ses dadas à l'extérieur, c'est la musique assistée par ordinateur. Et donc, je ne doute pas que dans son dada à l'extérieur de l'établissement, il utilise l'intelligence artificielle. Alors, vraiment, la difficulté quand on parle d'IA, et c'est ce que je vous disais quand on cherche des gens qui parlent d'IA, c'est vraiment la notion de frontière. La frontière de l'intelligence artificielle, c'est vraiment flou, en fait. Et ce qui est assez frappant, c'est que les techniques, c'est un peu ce que faisait remarquer Sylvain en introduction, c'est que les techniques, elles ne sont pas nécessairement nouvelles. C'est parfois des vieux résultats, des vieilles méthodes qui sont remises au goût du jour. Et elles sont remises au goût du jour en raison en particulier des capacités de calcul grandissantes des ordinateurs. Donc, voilà, des synthétiseurs de voix, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont très anciennes, hein, donc des choses qui sont capables de parler. C'est très vieux. Et ce qui a vraiment remis l'intelligence artificielle dans le champ scientifique, c'est vraiment, et dans le champ industriel aussi, c'est vraiment l'émergence de capacités de calcul extraordinaires. Et puis, ça ne devrait pas s'arrêter. Et pour moi, et je pense que beaucoup de gens partagent cette idée, l'IA, ça n'est pas seulement de l'informatique, c'est pas seulement des mathématiques, c'est pas seulement des statistiques, c'est un peu un mélange de tout ça. Et donc, c'est difficile de créer une frontière, et en particulier, ça a des conséquences, enfin, ça a une conséquence ontologique en soi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais aussi déontologique d'une certaine manière, parce que c'est un peu difficile de dire qui fait de l'IA, de qui n'en fait pas. Pour un exemple personnel, je vous ai dit que je ne travaillais pas, ou je travaillais depuis très peu de temps sur l'intelligence artificielle, mais avant, je travaillais sur d'autres questions. Et il se trouve que les questions que je regardais, en faisant des recherches bibliographiques ou sur des mots-clés d'un des articles, eh bien, on est tombé, avec mon collaborateur, on est tombé sur d'autres articles qui mentionnaient exactement le même mot-clé, dans le titre, il y avait machine learning, intelligence artificielle, etc. Donc, la question, c'est est-ce que, comme je travaille sur des objets qui sont des mots-clés d'articles où il y a l'intelligence artificielle, ou est-ce que moi-même, je fais de l'intelligence artificielle? C'est une question qui est intéressante. Voilà. Et donc, comme le disait Sylvain en entrée, c'était que c'est difficile de dire, par exemple au CNAM, il y a plein de laboratoires qui ont des compétences différentes ou des champs différents, ça va de la mécanique aux mathématiques, l'informatique, l'ergonomie, le travail, etc. Et il y a pourtant plein de gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, pour l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle. Et probablement une des caractéristiques actuelles de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a peu de développement qui soit hors cadre d'application. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pour l'intelligence artificielle, il y a des gens qui travaillent dessus, mais il y a beaucoup de gens qui développent des méthodes d'intelligence artificielle pour telle ou telle application. Si on va dans les entreprises, Thales, etc., vous allez voir plein de gens qui travaillent au développement d'outils informatiques pour l'intelligence artificielle, mais dans un domaine d'application, ce qui est
à mon avis, n'est pas complètement déconnecté parfois on parle d'une personne et on dit il a une certaine forme d'intelligence pour telle chose, une forme d'intelligence pour telle autre chose, et d'une certaine manière, l'intelligence artificielle généraliste, ça n'existe pas vraiment en soi. Il y a une intelligence artificielle au service de la santé, une intelligence artificielle au service de la mécanique des fluides, une intelligence artificielle au service de je ne sais quoi, au service de tout le monde par ChatGPT par exemple. Voilà, donc l'intelligence artificielle, ça n'est pas limité à des IA génératives telles que ChatGPT. Donc, génératif, c'est capable de générer du texte, des images, des programmes. Et c'est ce qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire que ce sont des outils qui sont capables de traiter différents types de données. Quand on fait l'étude de la science des données, il y a des données qu'on peut représenter par des nombres. Donc, je ne sais pas, le volume de cette pièce, par exemple, sa hauteur, sa surface, on peut représenter par cette pièce, mais dans cette pièce, il y a d'autres caractéristiques qu'il est difficile de caractériser par des nombres. Par exemple, la couleur des sièges, vous allez dire elle est rouge. Alors on pourrait dire la couleur d'un siège, elle peut être caractérisée par la longueur d'onde associée à la couleur de ce siège, mais c'est pas satisfaisant parce que si cette longueur d'onde, vous la modifiez un tout petit peu à l'œil, vous n'allez pas voir une différence. Et pourtant, vous allez continuer à dire que le siège est rouge. Voilà. Donc, il y a des données qui sont facilement numérisables et puis des données qui sont, qu'on appelle plutôt des données qualitatives, qui ne sont pas facilement numérisables. Et là, les différentes modalités qu'on peut utiliser dans le ChatGPT, c'est un peu ce qui fait la force. C'est que vous pouvez parler d'objets qui sont représentables par des nombres et d'objets qui ne sont pas représentables par des nombres, mais plutôt par des concepts, la couleur d'un siège. Voilà, enfin, voilà, il y a des boiseries, par exemple. Dans cette pièce, il y a des boiseries. Est-ce que ça c'est quantifiable par un nombre? Non. En tout cas, pas facilement. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas quantifier le fait que... Je peux encore dire les sièges ont une couleur dont la longueur d'onde est, je ne sais pas quoi, peu importe. Mais quantifier par un nombre le fait qu'il y a des boiseries dans cette salle, je ne sais pas le faire. Et pourtant, vous êtes capable de demander à ChatGPT, dessine-moi une salle dans laquelle il y aura des boiseries et puis des sièges rouges, par exemple. Donc, il va être capable de le faire. Ou alors des sièges rouges avec une longueur d'onde. Il va être capable à la fois manipuler un nombre et manipuler quelque chose qui n'est pas un nombre. Alors, il y a... Et en fait, il y a une véritable difficulté, c'est de mesurer la qualité des réponses de ChatGPT. En fait, on mesure la qualité des réponses de ChatGPT par notre connaissance ou par des bases de connaissances. Mais en général, ça n'est uniquement accessible à que ce qu'on connaît, en fait. Hein. Donc, l'expérience que m'a raconté un collègue au début de ChatGPT, dans les versions initiales, il avait demandé combien de temps... combien de temps après la mort de Jean Jaurès, Napoléon est-il né? Après, hein. Donc ChatGPT avait répondu à un nombre qui était évidemment faux, hein. Donc puisqu'il n'avait pas mis moins, il avait donné une réponse. Et d'autres questions, c'était 6 au carré, alors il avait écrit 6 puissance 2 et ChatGPT lui donnait 30. Et donc il avait demandé à ChatGPT, mais êtes-vous sûr que 6 au carré ça fait 30? Et donc il me semble que c'est plutôt 6 fois 6. Il a dit, non, 6 fois 6 ça fait 30 parce que justement 6 au carré ça fait 30. Voilà. Enfin, c'était des choses absurdes comme ça. Donc les réponses de ces outils génératifs, la qualité des réponses est vraiment liée à l'expérience humaine qu'on a des choses, de la réalité des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on demande quelque chose à ChatGPT, on demande si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il faut pouvoir se lier à une base de connaissances, à une base de réalité des objets, ou ce qu'on croit être la réalité des objets. Donc voilà. Alors, il y a une autre confusion dans le mot intelligence artificielle, c'est qu'il est apparu dans l'intelligence artificielle quelque chose qui est vaste et qui ne se limite pas à ça, mais il est apparu ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et évidemment, les réseaux de neurones, ça fait tout de suite penser, les réseaux de neurones artificiels, ça fait tout de suite penser aux neurones qu'on a dans le cerveau. Et donc, ça lie une forme de confusion entre ces deux termes. Hein. On pourrait penser que les réseaux de neurones vont représenter la manière dont le cerveau fonctionne. Il y a des travaux là-dessus. Et il y a des chercheurs qui arrivent à démontrer que certaines parties du cerveau peuvent effectivement se modéliser par des réseaux de neurones artificiels, mais
En tout cas, ce n'est pas encore généralisé, ces questions-là. Alors, je vais revenir un peu sur ces questions de réseau de neurones, parce que, en fait, s'ils ne constituent pas toute l'intelligence artificielle, ils sont quand même vraiment au cœur de toutes ces questions-là. Alors, je vais juste rajouter quelque chose, c'est que donc c'est un peu en lien avec ce que je disais précédemment. Il n'y a pas une forme d'intelligence artificielle. Il y a plein de développements d'intelligence artificielle. Et quand vous discutez avec les gens dans divers domaines qui utilisent des méthodes d'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones artificiels, eh bien, ils vous disent « Ah ben non, pour mon domaine, moi j'ai besoin plutôt d'utiliser telle forme de réseau de neurones plutôt que telle forme de réseau de neurones. Ça marche mieux pour mon domaine. » Voilà, donc il n'y a pas une intelligence artificielle universelle qui permettrait de s'appliquer à telle ou telle situation. Pour telle ou telle situation, on est plutôt obligé d'utiliser une forme d'intelligence artificielle, voire la développer, ou voire raccrocher l'intelligence artificielle à des méthodes qui sont, elles, beaucoup plus anciennes. Et j'ai vu que dans la journée, il y a un vice-président un vice-président numérique qui doit parler de ça, et je pense qu'il partage ce point de vue-là avec moi. Voilà, alors j'ai mis quelques mots aussi dont peut-être vous avez entendu parler, l'apprentissage profond. Donc on parle souvent d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond, et encore une fois, là, ça fait aussi la confusion d'une certaine manière avec notre cerveau, ou en tout cas notre manière de nous développer. On est capable de créer des neurones. Voilà, donc les réseaux de neurones que l'on utilise, en général, le nombre de neurones artificiels, ils ont fixé, a priori. Hein, bon, ce n'est pas toujours le cas. Mais on a parlé d'apprentissage profond. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage ? Eh bien, donc, c'est le fait de comprendre, enfin, d'essayer d'acquérir de la connaissance. Et donc, on parle d'apprentissage supervisé ou non. Alors, supervisé, ça veut dire que on vous donne des images et puis vous voulez faire apprendre à votre ordinateur de savoir si la prochaine image, ce sera un chat ou un chien. Ou si la prochaine image, ce sera un chien, et bien donc vous lui faites apprendre des images de chat en lui disant non, ça n'est pas un chien, tu as tort. Et puis vous lui montrez des images de chien en lui disant ça, c'est des images de chien, là, tu as raison. Et donc ça, on pourrait dire, c'est supervisé. Hein, donc on lui donne des exemples, et à partir de ces exemples, il va construire sa manière de décider si la prochaine image que vous allez lui soumettre, c'est un chien ou un chat. Je ne sais pas si ça marche, hein, c'est des questions intéressantes, mais disons, la notion de superviser, c'est ça. La notion d'apprentissage non supervisé, ce serait l'exemple d'il y a dans cette pièce, ici, il y a tout un tas de personnes, et d'objets, de décorations, etc. Et de non supervisé, ce serait de dire à l'ordinateur, tu te débrouilles avec tout ce que tu as dans cet environnement-là, et à toi de faire des classements. À toi de faire des classements parmi tous les objets que tu as dans cet environnement-là. Donc, si mon ordinateur, il a fait correctement son apprentissage non supervisé, ce dont on peut s'attendre, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il ait dit, dans cette pièce, il y a des personnes, dans cette pièce, il y a des sièges, dans cette pièce, il y a des boiseries, dans cette pièce, il y a des lumières, des choses comme ça. Donc, sans qu'on lui ait dit à l'avance tel objet est une lumière, ou telle chose est un siège, ou voilà, les gens qui sont sur les sièges sont des personnes, sans qu'on lui ait dit ça, hein, eh bien, on s'attend à ce qu'il soit capable de dire ça. Donc, voilà, une méthode d'apprentissage non supervisée, ça regroupe les objets et ça les classe, alors qu'un apprentissage supervisé, on donne des objets qui sont bons, on donne des objets qui ne sont pas bons, et on dit, apprends par rapport à ça. Donc c'est une forme de bon point ou de mauvais point par rapport à ces objets-là. Alors j'ai mis un schéma de ce que c'est qu'un réseau de neurones. Alors, un réseau de neurones, ça fonctionne exactement comme nos neurones à nous, les neurones qui sont des cellules nerveuses. Les cellules nerveuses qu'on a essentiellement fonctionnent de la manière suivante. Elles reçoivent un signal, et en fonction de l'intensité de ce signal, eh bien, il y a quelque chose qui sort. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de tout ça, mais simplement, voilà, on représente un neurone par ces petites boîtes un réseau de neurones, donc qui correspondent aux neurones nerveuses qu'on a entre nous. Et donc, il y a des choses qui rentrent dans ces petites boîtes, et puis il y a des choses qui sortent de ces petites boîtes, et
Quand ce qui rentre dans ces petites boîtes est à une intensité suffisamment forte, eh bien, il sort quelque chose de ces petites boîtes. Et puis, quand l'intensité qui sort de ces petites boîtes n'est pas suffisamment forte, il ne sort rien de ces petites boîtes. Voilà, ça c'est un réseau de neurones et ça fonctionne exactement, enfin à peu près de manière conforme aux neurones, aux cellules nerveuses, hein, donc aux neurones réels. Et donc, il y a ce que vous lui donnez en entrée, en gros, hein, c'est ce que vous allez, soit c'est supervisé, donc vous allez lui dire, ben, je vais vous donner en entrée des images de chats et des images de chiens. Et puis à la sortie, il y a plein de neurones, là, donc là, il n'y en a que 4, hein, mais à la sortie, vous allez dire, bah oui, ça c'est un chien ou ça c'est un chat, par exemple. Donc c'est ça un réseau de neurones. Hein. L'idée c'est ça, et l'idée c'est de dire, ce réseau de neurones doit être capable, si je lui donne une image en entrée, doit être capable de me dire si à la sortie, j'ai effectivement un chat ou un chien. Et donc, pourquoi on parle d'apprentissage profond? Eh bien, parce que, alors ici, vous voyez, donc là, il y a une couche d'entrée, ça c'est la couche de sortie qui est là, et au milieu, il y a des couches qu'on dit cachées, on dit, elles sont cachées, elles ne sont pas cachées, hein, mais elles sont cachées à l'utilisateur, parce que l'utilisateur, il ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, et d'ailleurs, on parle souvent de boîte noire, et au milieu, on peut mettre plein de couches, là, il y a simplement 3 couches, hein, il y a une couche d'entrée, une couche de sortie, mais on peut mettre des couches intermédiaires, on peut mettre plein de couches, et l'apprentissage profond, ça consiste à dire qu'il y a plein de couches intermédiaires, et donc ça peut aller des milliers de couches intermédiaires, et dans chaque couche, on peut avoir, là, dans la couche cachée, je n'ai qu'un seul neurone, mais par exemple, dans la deuxième couche, on peut avoir 100 000 neurones. Dans la troisième couche, on peut en avoir 10 000, etc. Donc ça vous fait des schémas assez originaux, hein, là, c'en est un, c'est la première fois que j'ai utilisé ce schéma-là. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Et donc l'information, donc, dans le réseau de neurones standard, l'information, elle va du haut vers le bas, ou en général, c'est représenté de gauche à droite. Donc vous avez des entrées, voilà. Et puis, donc, si l'entrée qui vient de ce neurone-là, ici, est suffisamment forte, eh bien, elle va sortir de ce neurone-là, et puis elle va aller vers la fin. Et les entrées de chaque neurone se combinent entre elles, pour aller dans le neurone suivant jusqu'à aller à la sortie. Et donc, comment on les construit, ces réseaux de neurones? Eh bien, c'est là où intervient la notion de qu'est-ce que ça veut dire apprendre. Et donc, je vous ai amené 3, donc je pèse bien mes mots, hein. Donc je vous ai amené 3 types de pièces de monnaie. Donc voilà, ça c'est une première pièce de monnaie, ça c'est une deuxième pièce de monnaie, et ça c'est une troisième pièce de monnaie. Alors, pourquoi je dis que c'est une pièce de monnaie? En fait, je le sais, hein, que mes 3 objets ne sont pas des pièces de monnaie, mais là j'ai une vraie pièce de monnaie, donc qui est un objet qui est de forme circulaire, essentiellement un disque, avec une épaisseur très faible, et puis sur un côté j'ai un pile, et sur l'autre côté j'ai face. Bon. Donc, très bien, pour moi, une pièce de monnaie, la première chose à laquelle je vais penser, la pièce de monnaie, c'est un truc qui a une forme légèrement circulaire et qui a un truc qui s'appelle pile et un truc qui s'appelle face. Bon, j'ai cherché chez moi un truc légèrement circulaire qui avait une face d'un côté et une pile de l'autre. J'ai pris une vieille... j'en ai pas trouvé, à part des pièces de monnaie, mais j'ai pris une vieille assiette arcopale de ma grand-mère. Et donc voilà, donc là c'est un truc circulaire, un disque dans lequel vous avez une face ici, c'est moi qui l'ai dessiné, hein. Donc vous avez une face ici, et de l'autre côté vous avez une pile, c'est une pile AA, hein. Donc voilà, c'est un disque sur lequel j'ai un côté pile et j'ai un côté face. Donc si le critère d'apprentissage d'une pièce de monnaie c'est de dire que c'est un objet circulaire avec une faible épaisseur, et avec un côté où il y a un visage et de l'autre côté il y a ce qu'on appelle pile, donc là j'ai mis une pile, hein, c'était mon imagination, eh bien ça c'est une pièce de monnaie. Et donc mon réseau de neurones qui va apprendre ça, la prochaine fois que vous allez lui montrer un truc comme ça, il va dire que c'est une pièce de monnaie. Alors vous allez me dire, mais c'est trop gros.
c'est trop gros. Alors j'ai aussi pris une petite assiette qui vient de ma grand-tante cette fois-ci, et sur laquelle, alors je ne suis pas assez subtil pour pouvoir dessiner sur une toute petite assiette comme ça, mais j'aurais pu mettre un dessin comme ça sur cette petite assiette. Donc c'est encore une fois quelque chose qui, cette fois-ci, est comparable à la taille d'une pièce de monnaie, et sur laquelle j'aurais pu mettre un côté qui était pile et un côté qui était face. Et mon ordinateur, mon réseau de neurones, mon IA aurait dit, bah tiens, ce monsieur me présente une pièce de monnaie, et ce qui n'est pas une pièce de monnaie. En fait, ce qui compte dans une pièce de monnaie, ce n'est pas tellement que ce soit circulaire, plat, etc. Hein, c'est la valeur qu'on met dedans. Alors, comment on va faire pour déterminer la valeur qui est dedans? Eh bien, les appareils de paiement automatique, je pense qu'en général, ils mesurent à la fois le diamètre et le poids de la pièce que vous mettez dedans. Donc, quand vous mettez cette pièce, c'est bien une pièce de 50 centimes. Là, ici, c'est 50 centimes. Hein. Donc, vous mettez dedans. Mais après tout, si je voulais être un faussaire, je pourrais faire une pièce qui a exactement la même forme, qui a exactement le même poids, et la même couleur, éventuellement, et puis mettre ça dans l'appareil, et ça reconnaîtrait cette histoire-là. Donc, quand on veut faire apprendre à un ordinateur, il faut être vraiment au courant de... c'est pour ça que je parlais du caractère existentiel de l'objet. Qu'est-ce qui caractérise cet objet? Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est-à-dire que si vous lui donnez quelque chose à apprendre, la question c'est quelles sont les caractéristiques de l'objet que vous voulez lui faire apprendre. Alors, voilà, donc ce que je disais, hein, un faux monnayeur peut tout à fait faire des pièces comme ça. Donc après, on peut rentrer dans la question de l'intérêt d'un faux monnayeur à faire un truc, une pièce qui soit le plus ressemblant à une pièce de 50 centimes. Hein. Si ça lui coûte beaucoup plus cher que 50 centimes de faire une fausse pièce, il n'y a pas intérêt à la faire. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'ils se font avoir, hein, parce qu'ils ont besoin il y a besoin de rentabilité pour faire de la fausse monnaie. Mais voilà, la véritable difficulté dans l'apprentissage, c'est vraiment de trouver les caractéristiques ou de faire ressortir les caractéristiques des objets. Et ces caractéristiques, il faut qu'elles soient accessibles à la connaissance. Et des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Hein, en fait, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et il n'est pas impossible que la prédiction vous prédise quelque chose dont vous n'avez pas connaissance, en fait. Hein. Et donc, c'est difficile de vérifier si l'objet qu'on vous donne ou que vous voulez faire reconnaître à votre ordinateur comme étant une pièce de monnaie, est-ce que c'est vraiment une pièce de monnaie? Je vous dis, un apprentissage basique, hein, c'est vraiment cette vraie pièce et ces trois assiettes, ces deux assiettes. Hein, on peut faire l'expérience avec un bouton de manchette aussi, hein, donc c'est aussi ça. Donc apprendre, c'est une véritable difficulté. Alors je vais pas m'éterniser beaucoup plus là-dessus, mais ensuite il y a la question de, une fois qu'on a donné les objets, comment on apprend les choses. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces méthodes, tous ces algorithmes qui sont utilisés pour faire cet apprentissage, eh bien, dans toute généralité, il n'y a rien qui garantit qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a parfois un peu de maths qui permet de dire « Ah oui, cet algorithme va vous donner le résultat ». Mais bien souvent, les maths, et là c'est mon point de vue de matheux, hein, bien souvent les maths qui vous permettent de dire que ce machin fonctionne, les hypothèses pour y arriver sont extrêmement fortes et en rien utilisables pour les objets que vous allez utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne démontre pas qu'un avion vole, par exemple, mais on démontre qu'un modèle d'avion vole. Donc si le modèle d'avion est suffisamment simple, on est capable de dire avec des lois de la physique relativement simples, on est capable de dire, bah oui, si mon avion correspond à ce modèle-là, il va voler, mais il n'y a pas de théorème qui puisse vous dire qu'un Airbus A380 va voler. C'est trop compliqué à modéliser. Hein, donc la question, c'est de savoir quel est le modèle de représentation des objets. Voilà. Et donc, les algorithmes qui sont utilisés pour déterminer ces outils d'intelligence artificielle, ils ont des spectres de validation qui sont théoriquement assez étroits. On les teste sur des objets dont on a déjà les résultats. Hein, donc, on les teste pour vérifier que pour les objets dont on sait que ça va être vrai, donc un avion dont on sait qu'il vole, on va lui dire, tiens, cet avion vole, donc est-ce que toi, tu es capable de me dire que cet avion va voler?
alors que rien ne le dit si ce n'est l'expérience. Rien ne le dit si ce n'est l'expérience. Et comment fonctionnent ces algorithmes? Je vais juste donner un exemple. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être tout le monde ici, a déjà fait de la montagne, des randonnées en montagne. Donc une randonnée en montagne, en général, l'objectif, c'est de dire, un des objectifs d'une randonnée en montagne, c'est de dire, tiens, je vais aller sur tel sommet, même s'il n'est pas très haut. Je vais dire, je vais monter à tel sommet. Mais est-ce que vous montez vraiment? Ça, c'est une question intéressante. Donc, vous partez on imagine, vous êtes à un parking, peu importe que ce soit un parking de vélo, de voiture, je n'entrerai pas dans ces considérations, mais vous voulez monter, vous dites, je vais monter au sommet, mais est-ce que vous allez vraiment monter? C'est-à-dire que vous allez suivre un sentier, et ce sentier, de temps en temps, il monte, et de temps en temps, il descend. Vous allez franchir des combes, des ravins, des vallées comme ça, des choses comme ça. Donc, à la fin, vous aurez dit, je suis monté sur le sommet. Mais dans la réalité, à chaque instant, vous n'aurez pas fait l'effort de monter. Eh bien, un ordinateur, vous ne pouvez pas lui dire à l'avance que pour aller à ce sommet, vous allez de temps en temps monter ou de temps en temps descendre. L'ordinateur, vous êtes obligé de lui dire, essentiellement ça, pour aller au sommet, eh bien, tu vas choisir la direction dans laquelle tu montes tout le temps. Et choisir la direction dans laquelle tu montes tout le temps, ça ne fait pas nécessairement arriver au sommet. En tout cas, pas nécessairement au sommet auquel vous vouliez arriver. Si vous descendez d'une montagne, si vous choisissez toujours de descendre et de ne jamais remonter, jamais prendre une combe ou quelque chose comme ça, eh bien vous pouvez arriver dans un truc qui n'est pas le plus bas. Parce que les montagnes, c'est comme ça. Donc si vous choisissez de descendre, si vous arrivez là et que vous savez que votre objectif c'est en bas, eh bien vous êtes obligé de remonter. Et l'ordinateur ne le sait pas. Et donc c'est des véritables difficultés liées à ces questions d'apprentissage, c'est que pour apprendre, en fait, on lui donne une espèce d'objectif de montagne, de sommet. Alors c'est plutôt dans l'autre sens, d'ailleurs on part plutôt d'en haut pour aller vers le bas, on cherche à minimiser quelque chose, à le rendre plus bas possible. Et l'ordinateur, il fait ça pas à pas, et pas à pas, il va choisir essentiellement de descendre à chaque fois, alors que la réalité des choses fait qu'on ne devrait pas descendre à chaque fois, si vous voulez vraiment aller au plus bas possible. Donc, ce que va vous donner votre intelligence artificielle n'est parfois qu'une fausse réalité par rapport à l'objectif que vous avez. Et donc, voilà, je pense que j'ai déjà pas mal parlé, je ne vais pas en raconter beaucoup plus. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit ce que c'était, de quoi on parlait, mais en tout cas, voilà, c'est tout un tas de problèmes, de situations qui font que, certes, ça marche dans bien des situations et que parfois, on est confronté à des problèmes de vraiment comprendre les objets qu'on veut apprendre et comment on les apprend. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et je vous prie de m'excuser, je ne peux pas non plus rester toute la journée.